Bonjour tout le monde, bienvenue à Parlons Montréal. C'est moi-même Justine McIntyre en conversation avec Marc-Antoine Desjardins. Comment vas-tu, Marc-Antoine? Ça va bien, Justine, et toi? Allô tout le monde? Good, ça va très bien. Je veux commencer cette émission avec quand même le fait que ça va pas bien aux États-Unis, ça va pas bien Ouais. pour tout le monde, ça va pas bien pour toutes les communautés. Je pense que Terrible. moi-même j'ai été, c'est terrible. Moi-même j'ai Ouais. été très affectée cette semaine par les nouvelles qui nous arrivent des États-Unis. Je trouve ça épouvantable. Ouais. Donc je veux juste prendre un moment pour reconnaître les violences qui sont en train de se passer, les violences ethniques, les violences contre la communauté noire. Le sentiment que ça soulève aussi, et peut-être de souligner l'importance pour nous tous de s'assurer de faire des check-ins de temps en temps avec nos amis. C'est une question de santé mentale. C'est beaucoup à gérer au niveau de ce qu'on entend par les médias. C'est déjà beaucoup à gérer en confinement. On a déjà beaucoup d'enjeux parfois de santé mentale. Mais en plus d'être aux prises avec ça, c'est vraiment gros. Alors, je veux m'assurer qu'on prenne tous un moment pour reconnaître ce qui se passe et puis pour s'assurer qu'on est tous en train de faire la connexion, de communiquer avec nos amis pour s'assurer qu'ils vont bien et surtout ceux dans la communauté noire. Oui, c'est terrible ce qui se passe à Minneapolis. Là. Dans le fond, ça confirme juste une fracture de la société américaine depuis toujours, dans le fond, avec l'esclavage et l'industrialisation du Nord, le rapport de force entre le Nord et le Sud, la place des Afro-Américains, c'est terrible. Puis, je veux dire, c'est jour de marmotte, c'est une société fracturée. Puis bon, en tout cas, on doit apprendre de ça, mais on dirait que certains policiers n'apprennent pas de ça. Oui, voilà. Donc, on n'en parlera pas plus longtemps que ça, Non. mais c'est important de le souligner. Marc-Antoine, cette semaine, comme à chaque semaine, on va parler aussi de notre découverte de la semaine, donc de retour à Montréal. Qu'est-ce qui se passe à Montréal? Qu'est-ce qu'on a découvert? Pour moi, la découverte de la semaine, cette semaine, c'est pas une découverte, mais plutôt une redécouverte. Je suis très heureuse de retrouver mes boulangeries, mes pâtisseries préférées. Comme tu sais, Tellement. Marc-Antoine, j'ai une alimentation spéciale parce que je suis Oui. une des personnes cœliaques, donc je ne peux pas me permettre de manger du blé, donc tout ce qui est le bon pain, les boulangeries, ça ne m'est pas accessible. Alors je suis très heureuse de voir cette semaine la réouverture de Cookie Stéphanie, qui est une de mes boulangeries, pâtisseries préférées au centre-ville, que je fréquentais beaucoup quand j'étais au centre-ville. C'est également l'anniversaire d'une autre boulangerie sans gluten qui s'appelle l'Artisan. Moi, mon préféré personnel, ça reste le Marquis de Castelnau. Mais voilà, je vous invite, ceux qui sont comme moi, cœliaques ou qui évitent de manger du blé, à découvrir ces pâtisseries-là. C'est Et toi, super. de ton Ouais. côté, c'était quoi ta découverte cette semaine? Écoute, on sent la ville recommencer à vivre graduellement. Moi, c'est aussi, je m'évade beaucoup dans la musique et mon coup de cœur, mon clin d'œil que j'aime beaucoup en ce moment, c'est le dernier album de Laurence Nerbonne, qui est une fille d'ici de Montréal. À mon avis, c'est une des grandes artistes du Québec. Elle fait un style musical assez éclectique, assez varié, mais elle a quand même une mouvance un peu R&B, rap, mais elle a un accent, genre de Gwen Stefani du Québec, mais encore meilleur, je trouve. Et non, je l'aime beaucoup, puis je l'ai vu en spectacle, d'ailleurs, pour son lancement d'album, et c'est une artiste à découvrir, Laurence Nerbonne. Il y en a tant d'autres, mais là, mon accent aujourd'hui, c'est sur cette grande dame-là. Cool, ben on pourra peut-être le Ouais. mettre en lien dans les commentaires pour que les gens puissent aller découvrir aussi, Bien les gens sûr. qui nous écoutent. Parfait. Puis l'autre clin d'œil, oui. ben, il y a l'air qu'il y a une baleine dans le coin de Montréal. Ça, je trouve ça Oui. fantastique, un petit rorcal ou un grand. Je connais pas toute la désignation, mais j'ai sauté sur le mot baleine. J'ai dit, attends un petit peu, là, il y a une baleine qui s'en vient ici. Si on voit l'île verte dans le Bas-Saint-Laurent, ça, c'est comme monnaie courante. On les entend respirer, inspirer, expirer. Mais là, dans le coin de Montréal, là, on est vraiment ailleurs. Là, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Et ça, je pense qu'on va avoir une période unique dans le 21e siècle. En tout cas, du moins, à moins qu'on ait une autre grosse pandémie, on ne le souhaite pas. Mais où est-ce que la nature se réapproprie? Parce qu'on fait une petite parenthèse. Nous, les humains, on est dans le monde animal. On impose notre présence. L'Homo sapiens, on est l'espèce la plus, si on peut dire, entre parenthèses, envahissante. Envahissant, Ben, absolument. Ouais. envahissant, j'allais dire dommageable, mais je vais me garder une gêne. On est envahissant. Et oui, dommageable malheureusement. Mais là, c'est juste qu'on est vraiment dans un habitacle
naturel, puis on prend de la place, puis les animaux se tassent, puis là, quand il y a une espèce d'apaisement, ou quand il y a, quand il y a une crise, ben là, les animaux reprennent un peu l'espace qu'on leur enlève. Et c'est un clin d'œil que je trouve intéressant de voir qu'il y a un gros, un rorqual de la sorte qui remonte le fleuve là, pour venir nous dire bonjour. C'est unique. Unique. Mais on espère que c'est une bonne chose aussi et que oui. ce ne soit pas un cas d'une baleine qui est perdue. Parce que ça, c'est possible aussi. Il y en a qui commencent à perdre... il y a des animaux, des espèces d'animaux qui commencent à perdre leurs instincts naturels et qui peuvent se perdre. Alors, on espère que c'est le premier cas de vraiment un retour aux endroits qui ont été désertés dans le passé par les animaux. Un rééquilibrage. Oui, un rééquilibrage. Hein? Exactement, une reprise d'un peu de place qu'on leur a enlevé aussi. C'est ça. En parlant de place qu'on aurait enlevée, j'ai vu, on a beaucoup parlé la semaine dernière des corridors sanitaires. Oui. François Cardinal, cette semaine, nous invite à redécouvrir les artères commerciales comme autant de petits festivals dans 6 mots. Et j'ai trouvé cette tournure de phrase très jolie, autant de petits festivals, de ramener, l'aspect de ramener un peu de poésie à notre propre ville, qu'on a tendance à vivre de façon un peu utilitaire. On est ici par défaut parce qu'on vit ici, parce qu'on travaille ici, parce qu'on fait nos courses ici, mais on ne se donne pas la peine de découvrir la poésie qui existe dans notre propre ville. Alors, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis, ça m'a rappelé aussi un courriel de lecteur qu'on a eu la semaine dernière, donc quelqu'un qui nous écoutait et qui nous entendait parler des emballages, nous a envoyé un très joli message qui est poétique aussi et que je vais partager avec vous. Je vais lire en partie son message qui était plus long. Mais donc, il dit « J'ai grandi au son des cloches et à la présence constante des fleurs et des confettis. Un mot italien sans nom pour toutes les occasions. Je me souviens très bien des jeunes filles qui, revenant de l'école à l'heure du dîner, portaient des petits paquets de viande, enveloppés de papier ciré rose, mais surtout de fleurs, celles faites de papier crêpe aux couleurs vives, que le boucher attachait sans faute à l'emballage. Sans doute un Italien d'origine, ce boucher. » Et ça m'a vraiment frappé le fait que dans le temps, on prenait le temps, même chez le boucher, en emballant la viande, d'attacher une petite fleur en papier à l'emballage. Et rien que ça, rien que ce petit geste-là, ben, ça amène un peu de poésie dans la vie de tous les jours. Et je trouve que c'est ce qu'on a écarté de la ville. On l'a écarté pour être de plus en plus productif. L'emballage est devenu tout simplement utilitaire, une question de conservation de l'aliment. Et on a complètement éloigné cet aspect-là de poésie quotidienne que je trouve... à mon sens, c'est essentiel. C'est ce qui nous fait, c'est ce qui colore notre vie, c'est ce qui rend la vie heureuse et jolie et non pas simplement un train quotidien d'alignement de tâches misérables, voilà. De production, ben, le mot, tu l'as dit, c'est très juste, c'est utilitaire. Montréal est souvent perçu comme un lieu de transit, un lieu de les voitures de la banlieue, ils passent pour venir y travailler, les gens, il faut se réapproprier cette ville-là, puis avec la crise actuelle, on va devoir redéfinir ça, puis je pense que c'est en train de se faire. Mais oui, effectivement, puis on peut faire un parallèle avec, encore une fois, vous allez me trouver fatigant avec ça, mais c'est mon concept de cyclovia, où est-ce qu'on peut découvrir les quartiers en fermant des tronçons de rue, et on pourrait y donner un accent patrimonial et historique. Ou est-ce que, par exemple, dans le vieux Mexico, la vieille ville, ben là, justement, la cyclovia vous amène dans un quartier historique. Alors, on pourrait, avec peut-être une application, une identification un peu plus circonscrite, on pourrait donc mettre en relief le caractère patrimonial, justement, de notre ville, parce que Dieu sait, on vient de fêter le 378e, on en a parlé. On peut vraiment mettre en exergue, en relief, la richesse de notre ville. C'est quand même juste la plus grande ville francophone d'Amérique du Nord, puis une des plus importantes villes francophones au monde. Alors, on doit effectivement développer cette espèce de milieu de vie. Montréal est un milieu de vie et non pas juste une destination de transit. Est-ce que tu te souviens du parcours qui a été instauré par la ville il y a quelques années qui s'appelle Du fleuve à la montagne, quelque chose comme ça? Ça a été une initiative pour le 375e. Ils ont installé des stèles à travers la ville, mais c'était... on dirait que ça manquait de visuel. Je ne sais pas, c'était mal
indiqué, on n'était pas sûr. Des fois, on tombait sur un truc qui nous disait on était à combien de mètres du fleuve. Oui, 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 je me souviens. Ouais, mais c'était Moi, c'était pas très, très clair. Mais l'idée, c'était de relier la montagne avec le fleuve et de pouvoir créer un parcours piéton entre ces deux éléments clés de la ville. Moi, Justine, l'idée, c'est de mettre aussi en relief, tu sais, bon, les bâtisses, les lieux cultes, comme par exemple le lieu de naissance de Pierre Lemoyne d'Iberville, c'est la rue Saint-Paul en 1661. C'est juste notre Napoléon d'Amérique du Nord. C'est le plus grand militaire de la Nouvelle-France. C'est un corsaire, c'est un homme plus grand que nature, qui est mort à 45 ans à La Havane. Je veux dire, c'était de la démesure. On doit souligner nos ancêtres, à mon avis, la contribution des vagues d'immigrants, les gens qui ont été comme la famille Mawson, mettre en relief vraiment notre richesse patrimoniale, historique, notre richesse interethnique là, qui est flamboyante, bien sûr avec l'accent de la Nouvelle-France. On est quand même une ville de Nouvelle-France, Montréal. Puis il y a des personnes, il y a des endroits, des lieux cultes à mon avis, ben, c'est une question de marketing, de mise en marché, de mise en évidence. Là. Mise en visibilité. Alors, on doit travailler là-dessus. Il faudrait qu'on fasse sortir le caractère historique de notre ville. Oui. Oui, et puis l'autre aspect de la ville, au niveau de son design, il y a bien sûr l'aspect patrimonial, il y a l'aspect aussi de mettre en valeur ces objets, ces éléments naturels comme le fleuve, la montagne. Et je voulais nous amener aujourd'hui vers un concept de design qui date de l'Antiquité, en fait, qui a été propagé en Europe suite à la crise de choléra, suite à la peste aussi, qui nous a amené à repenser le design de la ville. On sait tous que pendant le Moyen-Âge, les villes en Europe étaient épouvantables, étaient très insalubres. Les gens jetaient carrément le pot de chambre par la fenêtre. Donc, il y avait vraiment un problème sanitaire en Europe qui menait à la propagation de beaucoup de maladies. Et suite à ça, il y a un fonctionnaire de la ville de Paris qui s'appelle Haussmann, qui est très connu aujourd'hui pour le style d'architecture de la ville qu'il a laissé comme legs. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'était de vouloir ouvrir les grands boulevards à Paris, parce que Paris a été développé un peu pêle-mêle, c'était encore sous sa forme médiévale un peu. Donc, c'est grâce à lui qu'on a aujourd'hui des grands boulevards, les Champs-Élysées. Et l'idée, c'était de permettre la circulation de l'air, parce qu'on croyait à l'époque que les maladies étaient propagées par l'air et par un air qui était infect. Donc, l'idée, c'était de permettre le flux des courants d'air et d'évacuer les mauvaises odeurs. Alors, à l'époque, lui, sa devise, c'était Paris embelli, Paris agrandi et Paris assaini. Et je trouve qu'on a un peu perdu cet aspect-là de vouloir, de penser la ville sous cette forme-là. Et en fait, on est allé dans le sens contraire. On a construit des grands tours à bureaux où est-ce que les gens sont entassés. On met les gens dans des wagons de métro. Encore une fois, tout le monde est entassé dans les transports publics, pour ne pas parler des autobus. Il y a des lignes d'autobus qui sont absolument pas sanitaire du tout d'un point de vue des flux d'air. Alors aujourd'hui, à part le fait de créer quelques corridors sanitaires et de demander aux gens de porter des masques quand ils sont en public, je crois qu'il faudrait reprendre cette idée-là de créer des corridors sanitaires, mais aussi de voir comment on habite la ville au niveau d'une aération de la ville, d'un assainissement de la ville. Ah, tellement, Justine. Écoute, moi, j'ai un concept, si on en a parlé, ben, Montréal respire, un peu comme Paris respire. On pourrait développer, et on l'amènera, ce concept-là. Mais je veux faire du pouce sur ton idée. Non seulement, il y a un aspect sanitaire incroyable, indéniable, effectivement, puis on a des mesures là-dessus concrètes. Mais ce qui arrive avec la crise actuelle, d'un, je suis tanné de dire crise avec ce qui se passe en ce moment. Crise, on dirait que... Disons la situation. La situation, je trouve ça lourd, les mots. Ouais. Avec la situation actuelle, le centre-ville de Montréal va être redéfini complètement, à mon avis. D'un, il va y avoir un taux de vacation considérable. Beaucoup de locaux commerciaux vont être vides ou libres, ou du moins changés. Dans leur visuel. Les commerces de proximité au centre-ville vont en subir un contre-coup non négligeable. Des restaurants vont devoir fermer, malheureusement, parce que la clientèle ne sera plus là. Alors, il va y avoir une redéfinition. Alors, peut-être qu'on pourrait sauter sur cette occasion-là, justement, pour accroître une certaine mixité résidentielle. Oui, faire du logement social, mais on n'aura peut-être pas besoin de faire autant de logements qu'on le croit, parce que des locaux déjà vides
vont être disponibles. Alors, il va falloir qu'on repense le zonage dans le centre-ville de Montréal et dans d'autres tours à bureaux, d'autres endroits. On peut peut-être des édifices qui vont donner suite à ça, qui vont pouvoir, par leur vocation, par leur architecture, recevoir peut-être une certaine forme de conversion en logement résidentiel. On va devoir faire une réflexion pour éventuellement, j'appelle ça, développer des espèces de grappes résidentielles, parce qu'on va essayer de ramener un certain rythme de vie dans des endroits qui sont historiquement reconnus pour être des lieux de travail. Peut-être qu'on va pouvoir compenser cette espèce de perte-là en faisant une nouvelle mixité de genre résidentiel, si je peux dire, et faire une espèce de laboratoire, comme on le fait avec les corridors aérobiques actuellement, les voies actives sécuritaires. Bien, on va être en mesure de peut-être donner un nouvel élan au centre-ville, peut-être redévelopper un certain dynamisme qui va bien sûr prendre en considération le lieu de résidence de gens qui autrement vivraient jamais dans le centre-ville. Peut-être qu'on va pouvoir changer le visage de ce lieu-là qui est un peu austère après le travail, qui est sans âme, qui est un peu fantomatique. On va être en mesure de peut-être adresser la question puis amener ça à bon port, si on peut dire. Oui, absolument. Donc, la question des tours de bureau, parce que moi, par exemple, à mon travail, on est déjà en train de réfléchir à comment on va faire un retour au travail et je sais qu'on va être nombreux à travailler en télétravail. Donc, on aura besoin de moins d'espace et je pense qu'on n'est pas les seuls. Là. J'entends beaucoup cette conversation autour de moi. Vous qui nous écoutez, faites-nous part aussi de comment vous allez vous organiser parce qu'il y a les deux aspects. Il y a l'aspect de l'entreprise et à quoi va ressembler l'entreprise de demain, de quel espace est-ce que l'entreprise va occuper et qu'est-ce que ça va libérer comme espace de centre-ville, mais aussi au niveau de nos logements et le design de nos habitations parce que avec tous ces gens-là en télétravail, ben, ça va prendre des espaces de travail à la maison. Tout le monde n'a pas ça en ce moment. Il y a des gens qui sont obligés de travailler sur un coin de table de la cuisine, donc quand on mange, on enlève nos éléments de travail et vice-versa, mais c'est bien de pouvoir penser ça au départ, de dire si on fait le design des logements avec au départ l'idée qu'on va être nombreux à avoir besoin d'un espace de travail à la maison, bien, ça change aussi notre design de la ville. Moi, ma fantaisie ou mon obsession, c'est aussi les centres d'achat, les grands centres d'achat en banlieue. Est-ce que ça, c'est encore utile aussi d'occuper ces grands espaces-là pour le magasinage? Parce que ça aussi, c'est en transition. Notre façon de consommer est en train de changer. Oui, il y a beaucoup plus de consommation par Internet, mais également par les petits commerces de proximité. Alors que les centres d'achat ont été designés avec des espaces immenses de stationnement, avec des espaces intérieurs qui aujourd'hui ne sont pas accessibles en raison de la pandémie. Donc, une grosse réflexion urbaine. Oui, c'est une grosse réflexion au niveau de tout ça. L'urbanisme, oui. Je voulais aussi revenir dans cette question-là de la ville hygiénique, le fait qu'aujourd'hui, avec l'air climatisé, on ne considère plus l'utilité des espaces extérieurs pour atteindre une température confortable, pour sortir de la chaleur de nos appartements intérieurs. On ne pense plus à aller dehors. L'hiver aussi, on a créé des passages souterrains. Au lieu de prendre des marches dehors ou de faire de la course dehors, on va s'abonner au gym, par exemple. Et au niveau de traiter les maladies ou d'évacuer les mauvais airs, ben, aujourd'hui, c'est les antibiotiques. Donc, je pense que c'est tout ça aussi qu'il faut défaire. L'idée que la santé, à la base, c'est aussi de rétablir cette connexion avec la nature. C'est aussi de s'exercer à l'extérieur. C'est aussi de prendre du soleil, de prendre de l'air, d'aller jusqu'au bord de l'eau, d'aller en haut de la montagne. Donc, c'est tout ça aussi qu'il faut. C'est comme un changement de culture qu'il faut faire en ce moment. De dire, au lieu de dire j'ai chaud, j'allume l'air climatisé. Pourquoi pas, j'ai chaud, je vais me rafraîchir au parc et je sais qu'il y a des arrondissements qui ont installé des jeux d'eau
qui sont aujourd'hui très appréciés parce que les piscines publiques, ça va pas, ce sera pas accessible cet été. Donc, d'avoir des jeux d'eau, d'avoir aussi des îlots de fraîcheur qu'on a installés dans d'autres arrondissements, comme une espèce de petit passage avec des gouttelettes d'eau pour rafraîchir l'air. Il y a tout ça qui est accessible à une ville, qu'on peut faire dans une ville, et ça nous sort des solutions technicistes, ça nous sort des solutions individualistes aussi, de dire mon air climatisé, le traitement par les antibiotiques. Au lieu de ça, une approche qui est beaucoup plus globale, d'aération, d'accessibilité aux parcs, etc. Heureusement qu'on a... oui, vas-y. Non, ben regarde, dans le fond, moi je résume ton point, c'est la prévention, c'est-à-dire tu as la pilule, la prévention. Hein. Aujourd'hui, on le voit, là, puis la première ligne, c'est bien beau avec la situation actuelle, mais la prévention, ça veut dire se mettre en forme, se donner une bonne hygiène de vie, peut faire en sorte qu'on va être plus résilient face à l'avenir, face à une prochaine vague, face à de prochains défis sanitaires comme on est en train de vivre actuellement. Alors oui, absolument, se réapproprier la ville, mais dans une optique de pas juste, encore une fois, comme tu l'as dit, utilitaire, mais de qualité de vie, de milieu de vie, faire du sport en ville, avoir des infrastructures, accéder à la montagne de façon responsable. Il y a des mesures par le gouvernement du Québec qui sont prises, on peut revenir là-dessus. Pourquoi toujours devoir sortir de la ville pour se mettre en forme quand on peut faire tout ici, à l'extérieur, dans une espèce de dynamisme lié avec nos parcs et nos infrastructures urbaines? Absolument. Et heureusement qu'on a le parc du Mont-Royal, des grands parcs, le grand parc qui nous a été légué par Homestead, pour précisément cette raison-là, pour aérer la ville et permettre d'avoir une ville hygiénique et sanitaire. Oui, la montagne, on pourrait en reparler longtemps, effectivement. Oui. Ben écoute, merci à toi encore cette semaine pour la conversation. On veut vous entendre aussi. On veut vous entendre comme à chaque semaine. On apprécie tellement vos commentaires. Merci à Michel Paul de nous avoir écrit, de nous avoir partagé ses souvenirs d'enfance, les petites fleurs sur les emballages de viande. Ça a vraiment fait ma semaine, ça. Merci alors, tout le monde, merci encore et puis bonne semaine. Courage à nos amis qui subissent les violences aux États-Unis. Courage, on est avec vous, on est solidaires avec vous. Ça va passer et il faut que ça passe parce que ce n'est pas une question de communauté noire, c'est vraiment une question de l'humanité. Exactement, restons positifs et humains, on l'a dit. À bientôt. Merci tout le monde, à bientôt, bonne semaine.